Émission 943. Cette semaine, Scott Pilgrim EX avec Yannick Belzile. De Montréal, Québec, Canada, vous écoutez, oui, les Mystérieux Étonnants. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. Benoît Mercier au micro. Et cette semaine, on fait un tour à Toronto avec notre ami Yannick Belzile qui est de retour pour parler de Scott Pilgrim EX, le plus récent jeu de Tribute Games. Salut Yannick! Bonjour Benoît. Les auditrices, auditeurs de longue date te connaissent. Tu es venu pour participer, je pense que la dernière fois tu étais venu à l'épisode 928 pour parler de Marvel's Invasion. Oui, Cosmic Invasion. c'est exact. Tribute Games, on n'a pas chômé dans les dernières 2 années et demie. On a fait 2 jeux. Ouais. On nous a sortis en dedans de à peu près 3 mois back-to-back. Alors, qu'il y a des bangers, man. Oui. Ah, ben merci. Mais en tout cas, t'es un geek, t'es un podeur de la première heure. C'est exact. Oui, donc t'en es pas à ta première apparition Mystérieuse Étonnant, pardon. Puis là, on va parler justement de fond en comble de Scott Pilgrim EX. Je trouve ça drôle parce qu'à chaque fois que je pense aux projets sur lesquels t'as travaillé, que t'as bûché, je pense toujours au petit gars que tu étais, que je n'ai pas connu, qui doit être très très fier de l'adulte que tu es maintenant. J'imagine que oui, j'espère que oui, je pense que oui. C'est drôle parce que pour Shredder's Revenge et Marvel Cosmic Invasion, c'est des personnages qui m'habitaient depuis que je suis vraiment jeune, mais Scott Pilgrim, il m'habite depuis que j'ai 25 ans à peu près, ou peut-être même un peu moins que ça, mais c'est à peu près là que le premier comic est sorti. Fait que c'était... Il est arrivé à un moment différent dans ma vie, mais ça veut pas dire que je l'aimais pas moins que ces autres personnages-là. C'est drôle parce que je regardais tantôt un peu la timeline de comment tout ça s'est décliné, parce qu'on parle bien sûr d'un jeu qui est basé sur la série de livres de Brian Lee O'Malley, un Canadien qui a fait la série de Scott Pilgrim. À la base, c'est 6 livres au total, si je me souviens bien. Oui. Donc de 2004 à 2010, donc c'est 6 ans de travail. 2010, il y a aussi la sortie du film de Edgar Wright, et à l'époque, il y a eu un jeu pour concorder avec la sortie du film. C'est exact. Qui avait été, et c'est là où je trouve ça intéressant de revenir un peu à la source, créé, si je me trompe pas, par des gens qui ont fondé Tribute Games. C'est exact. Donc, c'est des gens qui étaient chez Ubisoft à l'époque. Oui, c'était de mes collègues et de mes amis et même de ma famille, parce que mon cousin faisait partie de cette équipe-là. Oh, ok, je savais pas ça. Et puis, c'est mon cousin qui m'a fait rentrer dans l'industrie alors qu'il travaillait comme artiste 2D, lui aussi, chez Gameloft dans le temps. On faisait j'étais artiste 2D sur des jeux vidéo sur cellulaire pré-smartphone, à une époque très différente. Oui, dans le temps qu'il y avait plus qu'un 2 cellulaires, modèles de cellulaire qui fonctionnaient. Exactement. Mais moi, ma job, je faisais beaucoup ce qui s'appelait du portage. Fait que fallait que les graphiques, fallait qu'ils soient adaptés de différentes tailles d'écran à une autre. C'est chiant, ça. C'est vraiment chiant. Ben, je te dirais que c'était à la hauteur de mes talents d'artiste 2D. Fait que c'était pas si peu que ça. Mais c'est quand même fou. Fait que le dernier, le film sorti en 2010, le jeu aussi. Et là, on est 16 ans plus tard. Tu me disais juste avant l'émission, tu as été encore une fois designer narratif sur le projet, co-scénariste également. Donc, tu as travaillé avec Brian Lee O'Malley. Oui. Parce que ça, il faut le spécifier. Le jeu de Scott Pilgrim EX est basé, ou c'est comme une suite, si on veut, de la série d'animation qui est sortie jadis. C'est pas vraiment une suite de la série animée, mais il y a des éléments de la série animée dedans, parce que une des affaires qu'on a pensé qu'on a fait le jeu, c'est que je pensais moi aussi, mais que tu sais, c'est très important aussi pour Brian, que si tu n'as jamais interagi avec du média de Scott Pilgrim auparavant, ce soit accessible, mais qu'en même temps, moi, mon idée que j'avais présentée, c'est que ça soit en continuité avec les différentes versions de Scott Pilgrim, de la même façon que les jeux de Zelda, de Legend of Zelda, sont en continuité ensemble. Ouais. Il y a des éléments communs qui reviennent, sont interreliés, mais sont pas nécessairement linéaires. C'est pas une suite narrative, nécessairement. Exactement. Okay. Fait que, tu sais, c'est que si tu as juste connu le film, ben tu peux sauter dans le jeu puis tu comprends les affaires. Si c'est la série ou si c'est les bandes dessinées, ou même si c'est le premier jeu, tu as tout ce que tu as besoin de savoir et tu peux sauter dans cet univers-là. Puis si tu n'as jamais interfacé non plus, ben tu vas comprendre ces personnages-là puis tu vas les découvrir de cette façon-là. Donc, c'est en pixel art. On le rappelle, c'est un side-scrolling aussi beat'em up. Je te l'ai dit juste avant de commencer d'enregistrer. Je pense pour Marvel's Cosmic Invasion, j'avais réussi à trouver mon groove. Je me trouvais pas pire, puis je suis pas un fan nécessairement de ces jeux-là, mais j'avais vraiment trouvé mon compte, puis j'avais réussi à finir le jeu, ce qui est exceptionnel. Mais là, vous m'avez botté les fesses vraiment de façon cosmique, là.
pour faire un lien avec ton ancien jeu, je me suis fait crisser une volée au point où est-ce que j'ai dû réduire la difficulté du projet. Il y a aucune honte là-dedans de jouer à easy mode. Moi, beaucoup de jeux, tu sais, je suis en train de jouer à Horizon Forbidden West, un jeu que j'aime beaucoup. Et puis, tu sais, il y a les niveaux de difficulté, il y en a un qui est pratiquement genre tu joues juste pour l'histoire puis il se passe quasiment rien. Moi, je joue comme une coche en haut de ça. Là. Oui, je mais comprends. je vais à easy parce qu'à un moment donné, je suis pas fait en temps. Là. Je veux me promener à travers le jeu, mais Fait qu'il y a aucune honte à ça, selon moi, mais aussi, tu sais, on voulait que le jeu soit... la différence avec nos autres projets, surtout Cosmic Invasion qui est développé en même temps, tu sais, on est... OK, les deux ont été faits en même temps. En même temps, oui. Le succès de Shredder's Revenge nous a été bénéfique de façon critique, de réputation, ainsi que commerciale. Ça a fait rentrer de l'argent au moulin. Et justement, lorsqu'on s'est fait présenter la chance de faire Marvel et Scott Pilgrim en même temps, ben, ça voulait dire qu'on avait les moyens d'engager d'autres mondes pour faire grossir le studio et justement faire deux équipes pour faire les deux jeux en même temps. Et aussi, c'était vraiment important que les deux jeux soient vraiment différents l'un de l'autre. Comme ça, tu sais, Scott Pilgrim EX, il est plus... Tu t'explores plus Toronto, la version de Toronto qu'on a inventée. Et aussi... les ennemis sont un petit peu plus techniques, je te dirais. Qu'est-ce que tu veux dire, technique? C'est... ils ont une façon plus différente d'approcher le joueur. La façon que, pour clarifier ça, que les beat'em up sont un peu basés sur... Tu as un personnage, puis autour, tu as ce que ça s'appelle le fighting ring. C'est comment que les ennemis vont l'approcher puis attaquer le joueur. Et dans Scott Pilgrim, on a un peu plus de complexité là-dedans, puis il y a aussi les ennemis, ils ont un peu plus de complexité, il y en a plus qui vont bloquer, sauter, te lancer des projectiles. Fait qu'il faut que tu penses plus à une stratégie quand tu les attaques versus Cosmic Invasion où il faut que... Tu rentres dans le tas. Tu rentres plus dans un genre de rythme, de combo de tes pouvoirs puis des deux personnages que tu utilises. Ouais. Pour avoir joué aux deux, je pense que ça fait du sens. Là. Les gens à la maison, quand vous allez jouer, je pense que vous allez comprendre. Mais justement, donc un projet qui est un peu, sans être une suite au jeu original, sans être une suite au film, sans être une suite à la série d'animation. J'imagine que pour le studio, puis les gens qui étaient là à l'époque chez Ubisoft, ça devait être comme un projet important. Comment tout ça a commencé? Ramène-nous un peu à la genèse du projet. Est-ce que vous avez été approché ou au contraire, c'est vous qui avez fait un pitch, comme vous avez été dans le temps le développeur d'original? On a resté en contact avec Brian Lee O'Malley pendant plusieurs années. Tu sais, c'est... parce que justement, nos têtes dirigeantes le connaissaient à cause qu'il avait travaillé un petit peu sur le jeu original, mais pas tant que ça parce que à cette époque-là, il travaillait beaucoup, il aidait beaucoup pour le film, puis aussi pour finir le volume 6. Je me suis retapé le film, juste un petit aparté ici, puis il y a beaucoup de dessins de Brian Lee O'Malley qui se retrouvent dans le film. J'étais surpris, j'avais oublié ça, puis ouais, c'est ça, le scénario du film est très très proche du 6e volume en termes de conclusion. En fait, c'est drôle, tu peux lire le 2 puis le 6, puis t'as pas mal l'entièreté du film de Wright. Ouais, c'est ça l'a comme condensé un petit peu. Beaucoup de choses comme ça. Mais on était resté en contact avec lui pendant une couple d'années. Puis on avait jasé des fois comme, tu sais, peut-être inventer un truc original qui co-créerait avec nous autres, des affaires comme ça. C'est jamais arrivé, mais éventuellement, après le succès de la série Netflix... Scott Pilgrim Takes Off. Oui, exactement. Universal était intéressé à faire foisonner Scott Pilgrim ailleurs dans d'autres médias. Et une fois que la porte était ouverte pour ça, ben Brian a fait tu sais, les gars les gens de Tribute Games, ils viennent juste de faire TMNT. Peut-être qu'on peut s'arranger pour faire un jeu de Scott Pilgrim avec eux autres. Puis là, ensuite, ben il y a interfacé avec Universal en tant que tel, qui sont des bons partenaires, mais tu sais, se plugger avec des grosses compagnies comme ça prend tout le temps du temps. C'est des gros comités, c'est des intervenants, c'est des gros aussi, ultimement comme des gros contrats de mettons, tu sais, juste le fait qu'on veut que la musique du jeu soit disponible sur Spotify, mettons, ça devait être compliqué.
des affaires vraiment complexes à dealer avec des contrats puis des avocats puis des différents bras de la compagnie. Ouais. Fait qu'il y a eu beaucoup de ça, fait que là, ça a pris du temps. Et puis, éventuellement, ben là, on a eu le feu vert pour commencer. Et en même temps, ben, le jeu original de Scott Pilgrim, un truc, c'est qu'il y a beaucoup d'idées que nos cofondateurs, dont Jonathan Lavigne, qui est justement mon cousin, qui lui était aussi le game designer sur le jeu, il disait comme lui, il y avait plein d'affaires qu'il voulait faire sur le jeu original, mais il n'avait pas eu le temps et les ressources pour le faire. L'affaire que je raconte souvent, c'est qu'ils ont commencé à faire le jeu à Ubisoft Montréal et soudainement, le monde de Ubisoft de Montréal a fait comme OK, ben ça coûte trop cher de faire ici, puis dans le fond, c'est juste basé sur une licence, on va le shipper à Ubisoft Chengdu pour qu'il le termine là-bas. Fait que là, mon cousin et deux des membres fondateurs de Tribute, Justin Cyr et Stéphane Boutin, sont toutes les trois allés en Chine pendant 6 mois pour aller finir le jeu là-bas puis être sûr que ça soit fait comme ils voulaient. Ça, c'est à une époque où Ubisoft Montréal, entre autres, faisait des franchises, des licences. Ils travaillaient sur des licences. Ben, tu sais, il y a eu une époque où ils travaillaient sur des licences. Il y a eu une époque où il y avait comme... Ils faisaient Avatar. Ouais. Ils ont fait le jeu de... Ont-ils fait des jeux de Lego aussi, il me semble, sur Game Boy? Ils ont fait le jeu du film de Tintin. Oui, ça je me souviens, ouais. Que j'ai entendu entre les branches que Steven Spielberg n'était pas content du résultat. Il n'était pas heureux. Il n'était pas content. Okay. Ce que j'avais entendu, c'est que... Puis que, c'est pas comme si les films de Spielberg étaient... traduit en jeu anyway. Je pense qu'il y a juste Jurassic Park qui est géré justement par Universal. Ouais. Puis je veux dire, on se souvient du infâme jeu de E.T. aussi. Là. Ah oui, c'est ça. Ben justement, il a été un peu amer là-dessus. Mais apparemment qu'il avait spécifiquement choisi Ubisoft parce qu'il était comme... Ben, c'est une compagnie française. Tintin est un icône français. Mais en fait, plus franco-belge, mais bon. Puis il a pas aimé le jeu, alors il a fait comme il n'y aurait plus jamais aucun des films qui va aller chez Ubisoft. Okay. Ben bref. On salue les gens d'Ubisoft. On salue les gens d'Ubisoft. Je connais du monde super fin. Moi aussi, j'en ai connu plein. J'ai travaillé, moi, brièvement là-bas. Là. Et puis, ben bref, c'est ça. Oui, il y avait une époque où ils faisaient des franchises. Ben, ils ont fait le jeu de Lost aussi pendant un bout. Et si... Pas que la fin était veg. Ce que je me souviens, par exemple, c'est une autre affaire que j'avais entendue entre les branches là-bas, c'est que personne n'avait sécuré les droits de ressemblance des acteurs. Ça, c'est la pire des affaires. Fait que là, pendant un bout, les personnages n'allaient pas ressembler aux acteurs, pantoute. Et finalement, ça a été réglé. Et ils ont pu avoir une poignée des acteurs pour faire les VO, mais pas tous les acteurs. Comme je me rappelle que Locke, c'est pas Terry O'Quinn qui le joue, puis quand tu l'entends, t'es comme ce n'est pas bon. Mais c'est en même temps, c'est tout un peu compliqué, même pour les comics. Je sais que si on a une autorisation pour les pages couverture, ça veut pas dire que c'est le cas pour le matériel à l'intérieur du comic book, pour avoir d'utiliser le likeness, comme on dit en anglais. Oui, c'est tout le temps des trucs vraiment particuliers. J'imagine pour des affaires de page couverture, c'est parce que c'est un objet, ça devient comme un objet promotionnel. Puis c'est souvent basé sur des posters ou des affiches qui ont déjà été faites par le passé, un peu remixées. En tout cas, je l'ai vu pour Star Wars, là, en tant qu'un vieux geek de Star Wars de l'époque de Dark Horse Comics, c'était souvent ce qui arrivait. Là, on prenait des posters, on faisait une affiche différente, mais ultimement, c'était le dessin de base avait déjà été publié. Là. Fait que bref, c'est ça, il y a eu toutes ces affaires de franchise, puis là, éventuellement, Jonathan, il y avait plein de trucs qu'il voulait faire pour le jeu de Scott Pilgrim qu'il n'avait pas pu faire originalement. Puis là, il pouvait le faire sur Scott Pilgrim EX. Alors, il est rentré dans le projet, le couteau entre les dents, afin de pouvoir créer comme l'univers du Toronto qu'on peut visiter puis explorer. C'est un labor of love, littéralement, ce jeu-là. Ça sent, je te dirais, parce que ça soigne, écoute, de la musique au graphisme. Vous avez engagé quelqu'un qui avait déjà travaillé sur l'original à l'époque aussi, je pense. Oui, il y a Paul Robertson. Paul Robertson, qui est un artiste, je pense, australien, si je me souviens bien, pixel art. Déjà là, en 16 ans, on s'entend que son art a évolué, mais il n'y a pas vraiment d'équivalent en français, là. Tu pourrais peut-être me donner un mot, là, mais ça gauche de c'est tellement... Ça jaillit? Ah, ça jaillit, oui. Ça jaillit d'amour, et le niveau pixel art est comme à un autre niveau. C'est un jeu qui est beau à regarder. Puis pour un peu situer les gens à la maison qui n'ont pas encore joué au jeu, le Toronto fictionnel dans lequel on est projeté, et comme il est divisé par secteur, comme on pourrait dans un jeu de style Mario de side-scrolling, puis il y a des zones dans lesquelles on rentre où à un moment donné, on demande de faire un choix, et tu pourrais affronter genre soit la vague ou l'ennemi qui s'en vient, puis là on rentre. Mais il y a un peu d'exploration aussi là-dedans où on tape sur des affaires, des parcomètres, des poubelles. Il y a un niveau que c'est très inspiré de Castlevania.
des pierres tombales. Fait que vous allez avoir de l'argent en échange, des loonies. C'est très, très canadien aussi. Oui. Le core canadien que j'aime beaucoup. Est-ce qu'il y avait un peu une crainte en se lançant dans ce projet-là de faire un peu trop dans la nostalgie? Donc, quand je m'explique, la nostalgie de ce qui est Scott Pilgrim, mais la nostalgie aussi de ce qui est du jeu vidéo, parce qu'il y a énormément d'hommages aux jeux vidéo, puis à la culture du vieux jeu vidéo. Là. Ben, vu que ça fait partie déjà de Scott Pilgrim, et c'est comme, c'était pas un problème que ce soit là-dedans. Tu sais, depuis que le jeu est sorti, j'ai vu des gens dire que des fois, ils trouvent ça un peu plat et que ça raconte pas grand-chose narrativement, puis regarde, je suis pas vraiment d'accord. Mais, bon. Mais tu sais, je suis comme d'accord, ça leur appartient, mais ces références-là font partie de l'univers de Scott Pilgrim, puis ça fait aussi, tu sais, l'univers de Scott Pilgrim est aussi un peu absurde et il y a pas du magical realism, mais il y a du video game realism dedans. Ouais, c'est comme un monde. En fait, c'est quoi déjà le film là? Ah mon Dieu, là j'ai un blanc de mémoire, le film français là. La merveilleuse. Fabuleux dessin d'Amélie Poulain. Oui, c'est cette logique-là. C'est la logique magique, mais version Nintendo adjacent. Exactement. Puis ça fait partie de l'univers de Scott Pilgrim. Et fait que nous autres, on voulait l'avoir. Puis tu sais, on en a donné une puis deux. Là, c'est dans la nostalgie puis du jeu vidéo, nous autres aussi. Fait que ça fitait tout ensemble. Et une affaire que je trouve intéressant parce que tu sais, j'en ai parlé avec Brian, puis souvent on était dans des entrevues ensemble. Puis là, lui, aussi ce qui est intéressant, c'est que lui, ce qu'il nous a dit, puis ce qu'il raconte, c'est que il y a tout de même comme un renouvellement du fandom de Scott Pilgrim. Okay. Il y a des jeunes qui ont découvert toute l'œuvre avec le show Netflix, puis ils trouvent le film, puis des affaires comme ça. Puis ce nouveau public-là qui rentre, ce genre d'univers-là de 2005 à max 2010, c'est comme leur enfance, ou du moins, ils étaient peut-être pas encore trop au courant. Fait qu'ils voient un univers où pas autant connecté au niveau des communications par les smartphones, plus... C'est du monde, je pense, qui ont l'âge des personnages, mais qui maintenant existent à une époque vraiment plus stressante et précaire. Très connecté aussi. Puis très connecté. Puis là, ils voient des personnages un peu de leur âge dans un univers qui est comme pas si lointain, mais tout de même vraiment différent. En 16 ans, il y a eu un gros saut, là. Fait que je pense que, tu sais, toutes ces affaires-là, justement, de pixel art, puis de nostalgie, puis de telle époque, ça fait maintenant partie de Scott Pilgrim. Là. C'est un period piece, d'une certaine façon, même si ça fait pas si longtemps. Mais là, regarde, ce week-end, il y a Mile & Kicks qui est un film qui sort en 2011. Puis, 2011. Puis là, c'est ça. Puis là, c'est rendu... Il y a des films il y a des genres de simili almost famous sur l'époque où quand j'avais 31 ans. Fait que, ouais, je comprends exactement ce que tu veux dire. Je pense que c'est le passage du temps qui est... La preuve que c'est le passage du temps parce qu'on est capable de faire des différences entre les années 90, le début 2000, les années 2010 et maintenant. On les a vus. On a survécu tout ce temps-là, Yannick. On est capable de faire une analyse de toutes ces périodes-là. On est capable. Fait que, oui, tous ces aspects-là, ça fait tout partie de la même sauce, selon moi. Fait que si on les enlevait, il y aurait quelque chose qui est justement pas Scott Pilgrim-esque. Ça me fait penser à une vieille série d'à peu près justement les années 2011-2012, peut-être au maximum, Video Game High School qui était publié sur YouTube. Qui était un peu dans cette espèce de logique, c'est comme du réalisme magique, mais jeu vidéo, là, qui est jamais expliqué. Hein, même dans le film, ça vient assez rapidement. C'est plutôt ancré dans le réel, puis à un moment donné, ça fait un switch vers la logique de jeu vidéo. Mais là, on est littéralement plongé dans le jeu vidéo. Le jeu vidéo est partout dans les décors. Des hommages à Sonic avec vos fameux save points dans le jeu. Il y a des items qui font penser beaucoup de références à Mario Bros 2, la version qui était Doki Doki Panic au Japon. La baleine, le soleil, il y a plein de petits genres d'éléments. Un beau petit château avec un drapeau aussi à un moment donné, hommage à Mario Bros 1. Ben, tu sais, c'est ça qui était intéressant pour nous. Si tu regardes le premier jeu de Scott Pilgrim, premièrement, tu sais,
c'est une interprétation pixel art de Scott Pilgrim, mais c'est aussi une interprétation de quand Scott Pilgrim était juste en noir et blanc. Puis il était juste des pages. Avant qu'il y ait des versions couleurs. C'est ça. Avant que la bande dessinée soit colorée, avant qu'il y ait un dessin animé ou avant qu'il y ait un film qui, eux, sont venus avec leur propre palette. Fait que ça aussi, ça l'a influencé comme le visuel de Scott Pilgrim. Puis en même temps, nous autres, on était comme, OK, on veut que, vu qu'on fait un jeu vidéo à saveur rétro, ben on veut que l'univers soit très rétro-ifié aussi en même temps. Fait que c'est pour ça que, tu sais, on est dans le jeu est dans un style de jeu à la Reverse City Ransom, fait que le point de vue est très comme cute, d'une certaine façon chibi, fait que là, les condensé, les buildings sont plus petits, puis c'est comme toutes quasiment des maquettes faites dans des boîtes de chaussures. Puis justement, ben ça communique bien avec de l'esthétique de jeux vidéo, de faire des plus petites maisons, des trucs comme ça. Fait que, tu sais, c'est... Pour moi, toutes ces idées-là se serrent la main. C'est pas juste jeux vidéo parce que LOL, on aime ça, faire des références de jeux vidéo. Puis c'est un monde que tu veux explorer. Je me souviens qu'il y a un moment où je suis allé... vous avez une carte aussi pour vous retrouver, là, vous allez comprendre en jouant. Je suis allé au bout de ce qui serait la carte en allant vers la droite. OK? Puis je suis tombé sur une clé. J'étais comme, mon Dieu, une clé, attends, j'ai vu une porte plutôt vraiment au début du jeu. Fait que t'as envie de vouloir explorer. Il y a des petits détails, pensez pas que parce que le côté est le côté chibi, comme tu dis, cute, là, je pense que c'est d'ailleurs la traduction, cute, chibi, une traduction approximative, qu'il n'y a pas du volume dans le jeu. J'ai l'impression que ce monde-là est beaucoup plus en fait copieux qu'il semble initialement. Il y a du stock à explorer. J'ai demandé, Yannick, parce que j'ai dit aux auditeurs que tu allais être là cette semaine, de nous envoyer des questions. Oui. Donc on a une question d'un auditeur de longue date, Bast, je me souviens plus exactement ce qu'il t'a demandé, mais on va l'entendre ensemble. Oui, bonjour les mystérieux. Une question pour Monsieur Belzile. En tant que voyeur de vue, est-ce qu'il y a des influences cinématographiques qui se transposent dans l'écriture d'un jeu vidéo? Bonne question. Question assez large, mais quand même. Oui, je te dirais... tu sais, moi, ma plus grosse influence, justement, en allant travailler sur ces beat'em up-là, c'est... j'ai regardé énormément de films de Kung Fu et de films d'action de Hong Kong. Et le film d'action ou les bons films d'action sont tout le temps comme une bonne inspiration pour ça, parce que ils ont des histoires simples, puis ils ont des histoires très visuelles. Aussi, ben, ils ont beaucoup de poursuites, avec des films avec des bonnes scènes de poursuites, puis beaucoup de dynamisme visuel, puis du dynamisme narratif. C'est utile pour le genre de jeu que nous autres on fait, parce qu'il faut que tu comprennes vite et c'est quoi l'enjeu, c'est quoi qui est dans le chemin, puis qu'est-ce qu'il faut faire ensuite. Fait que ces affaires-là ensemble, c'est toujours vraiment utile. Puis sinon, ben il y a des ambiances. Des fois aussi, il y a des affaires d'effets sonores. Et des fois, c'est juste aussi des vibes en général. Comme moi, je me rappelle, mettons, quand je travaillais sur Marvel Cosmic Invasion, j'ai écouté le Star Trek de 2009 de J.J. Abrams, qui est un film que j'aime beaucoup. Moi aussi, je l'aime bien, ce film-là. Puis c'est un film aussi qui bouge vraiment, vraiment vite. Énormément. Il y a pas, en fait, c'est une des critiques, c'est que ça respire pas beaucoup, mais moi, je pense que dans le côté Star Trek cinématographique, ça marche quand même plutôt bien. Là, tu sais, puis là, quand j'ai regardé ce film-là, je suis comme, ah ouais, ben, tu sais, il y a une affaire vraiment comme chaotique au début, puis là, après, t'es sur Terre, puis là, après, tu te rends jusqu'à un vaisseau pour aller dans l'espace, puis là, après, t'es dans l'espace, puis t'es dans les aventures, puis là, après être dans l'espace, éventuellement, tu vas sur différentes planètes, tu infiltres un château, mais dans le fond, tu infiltres un autre vaisseau maléfique. Toutes ces affaires-là, je suis comme, ah, ok, oui, ça se parle, ça va vite, il y avait quelque chose qui pouvait vraiment se traduire. Fait que oui, il y a beaucoup de trucs que tu peux aller chercher du cinéma. Qui sont pas nécessairement des références directes, mais plus comme des façons de fonctionner, tu veux dire aussi? Ouais, c'est de voir à la vitesse qu'une histoire racontée, comme un truc que j'ai fait aussi récemment, que c'est regarder beaucoup de films, des comédies muettes de Buster Keaton puis de Harold Lloyd, qui justement sont muettes. Fait que puis c'est des comédies, mais c'est des comédies d'action dans le fond. Ouais. Tu sais, comme le General de Buster Keaton, là, tout ça, ça se passe sur un train qui bouge, puis il saute d'un wagon à l'autre, puis des fois il est assis comme sur la branche qui est entre les trois roues, puis il tourne. Tu sais, il y a plein de trucs visuels comme ça, et c'est extrêmement dynamique.
Et c'est entièrement, tu comprends tout. Oui. Et fait que ça, c'est vraiment inspirant, des affaires comme ça. Là. Oui, parce que c'est du langage visuel pur et tu pourrais penser que c'est facile, mais en fait, comme tu le dis, on comprend tout ce qui se passe. Ça me fait penser, encore une fois, là, je monte mes cartes, là, mais Playtime de Jacques Tati, qui est aussi un film où il y a énormément de choses qui se passent en même temps sur la scène, dans l'écran, dans ce cas-ci. Et tu comprends tout, en fait. Puis on pourrait carrément faire je pense, un lien entre Scott Pilgrim EX et Jacques Tati, en fait, surtout Playtime, parce qu'il y a énormément d'éléments visuels qui interagissent en même temps, qui sont présents, mais il n'y a rien qui nuit à la lecture globale, je pense, du jeu. Je pensais entre autres les personnages qui sont un peu des espèces de NPC dans le jeu, qui sont là, qui chillent, mettons, surtout sur les rues de Toronto. Mais si t'es pour t'approcher d'eux, ils vont avoir une réaction. Ouais. D'ailleurs, je m'attendais à ce genre de référence-là, mais il y a un petit clin d'œil au plus récent, je pense, roman graphique de Brian Lee O'Malley qui est Seconds. Oui. Où il y a les personnages principaux de Seconds qui sont dans une case. Katie et Hazel sont présentes. J'ai full apprécié. Et là, je suis en train de là, c'est mon nerd geek en moi qui me dit peut-être que c'est le même monde, c'est le même univers commun. On voit Scott et Ramona dans Seconds. Oui, on les voit quelque part. Brièvement, je pense. Oui, ils sont on les voit qui sont au restaurant, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il en est de leur relation. On voit juste qu'ils sont ensemble au restaurant. Tu parlais tantôt du temps que ça peut prendre de composer qu'une grosse société comme Universal. Bien sûr, il y a Brian Lee O'Malley, il y a le côté jeu vidéo avec vous autres. Est-ce qu'il y avait des limitations au niveau du lore, puisque maintenant, c'est non seulement un jeu vidéo, mais aussi c'est une BD et une série d'animation, et en plus, 2 jeux vidéo maintenant. Est-ce qu'il y avait des limitations à ce niveau-là? Non, pas vraiment, parce que en fait, peut-être qu'il y en a, mais j'ai jamais poussé dans cette direction-là trop parce que je suis en contact direct avec Brian. Fait que Brian, il me l'aurait dit non, moi je fais pas ça. Fait que j'ai jamais comme suggéré ou poussé des affaires que moi je pense, j'ai l'impression qu'il aurait pas fait. Puis c'est ça, c'est un truc auquel j'ai beaucoup pensé alors que que j'inventais mon bout de l'histoire où j'écrivais des choses que je pitch à Brian, puis là Brian est comme oui ça peut-être pas, puis ou ça non, ça c'est pas bon, j'aime pas ça pantoute, des affaires comme ça. Puis une affaire que j'ai remarqué dans toutes les versions de Scott Pilgrim, c'est que ultimement l'histoire va jamais plus loin que le premier comic. Qu'est-ce que tu veux dire? Comme à la fin de la bande dessinée originale, Scott et Ramona décident de réessayer d'être en couple ensemble. Et la façon que ça finit, c'est vraiment comme une fin ouverte, c'est tout blanc. Comme le film, là, un peu. Là, puis justement, le film se termine comme ça. Et la série d'animé, tu vois qu'elle essaie de pousser un peu plus loin. Elle essaie de faire comme, OK, les personnages autour d'eux, dans le contexte de la série animée, ils peuvent avoir un destin différent, comme ils peuvent tous devenir amis, puis être gentils, puis être le fun. Et Scott et Ramona sont encore là laissés sur le même endroit. Dans l'univers encore de dessin animé, on sait que dans le futur, ils vont casser puis revenir ensemble, casser puis revenir ensemble. Qui arrive plus que dans le film, en fait. Les gens, si vous écoutez le film, ça arrive peut-être brièvement là, quand il a refini avec son ex, mais dans le comic, c'est beaucoup plus complexe. En fait, aussi, dans la série animée, on voit qu'éventuellement, Scott et Ramona vont aller au parc de Universal Studios et ils vont être pris en photo avec un Minion. C'est comme une des rares choses qu'on sait de leur futur. Fait que moi, quand c'était le temps de penser à des affaires, puis justement à la fin du jeu, puis ce qu'on allait dire, j'étais comme, on peut pas aller narrativement plus loin que la fin de Scott Pilgrim original. Comme mettons, comme Scott puis Ramona s'ouvrent une arcade ensemble. Si j'avais eu cette idée-là, j'aurais jamais pitché ça à Brian. Parce que la fin reste ouverte dans le film et les comics, c'est ça que tu veux dire? Ouais, c'est ça, que si la fin est ouverte dans les comics, selon moi, pis ça, je pourrais pas demander à Brian, hey, on leur fait-tu comme plus une fin, on avance-tu plus les personnages dans leur timeline? C'est comme si c'est le prime lore. Exactement, puis je pense qu'on peut, selon moi, on pouvait pas comme aller plus loin que ça, et que si Brian un jour est intéressé, lui, à faire plus d'affaires avec ça, je le sais pas, puis je pense qu'il le sait pas lui-même, je pense qu'il va le faire dans une bande dessinée.
dans un média différent. C'est comme si le lore de base était la bande dessinée. De ça, tout découle les produits. Je vais même pas dire produits parce que ça fait plus comme des œuvres, là, mais comme des œuvres dérivées. Ben, si tu regardes comme la série animée, c'est Ramona qui utilise le voyage dans le temps comme pour rester dans le même comme laps de temps. Puis là, il utilise le voyage dans le temps, genre pour Ramona pour interroger tous les personnages, mais rester dans la même époque, tu sais. Excepté quand il voyage dans le temps, là, mais... Ouais. Fait que c'est ça pour moi, question lore, on pouvait pas aller ailleurs ou plus loin que ça. Okay. Mais sinon, tu sais, on était comme, OK, ben il y a des vegan police, fait qu'il faudrait qu'il y ait un vegan police department. Fait que ça, on avait suggéré ça à Brian. Puis là, au début, pendant un bout, quand je pensais à des idées avec Stéphane, qui est le directeur artistique du jeu, on était comme, OK, on fait-tu comme une affaire complète avec des vegan police corrompus, maléfiques. Puis là, on est comme, tu sais, ça pourrait être le fun, mais ça faut pas que ce soit trop... Ça peut pas être comme tout l'univers de Scott Pilgrim. Ça peut juste être un morceau de l'univers. Puis là, on a juste commencé un peu à dire comme, OK, ben on sait qu'il y a des démons, on sait qu'il y a des robots, on sait que, justement, il y a du monde avec des vegan powers. Fait que là, on a essayé comme de pousser un peu plus visuellement c'est quoi ces univers-là, mais encore là, sans trop expliquer de lore, ou du moins en expliquer autant que Brian, lui, était confortable. Le faisait dans ces trucs, OK. Parce que moi, mettons, tu sais, il y a comme... Tu sais, travailler sur ces projets-là, c'est d'écriture en iceberg, puis le monde voit juste le top, puis le plein en dessous. Tu sais, il y a vraiment comme des versions plus détaillées de... pourquoi tout ça est en train d'arriver, puis les méchants qui sont en jeu, qui ils sont réellement, puis moi j'avais écrit beaucoup de trucs là-dessus, mais Brian était plus comme, moi je veux pas qu'on en dise trop. Il disait comme moi, beaucoup de jeux que j'aimais quand j'étais jeune, il me laissait imaginer des liens entre les personnages ou imaginer des affaires de lore, et je veux que le jeu soit comme ça pour le monde qui y joue. Fait que, tu sais, moi j'ai suivi sa direction à lui. Mais en même temps, ce qui est intéressant, je comprends ce que tu dis en termes de limitation, puis je trouve ça vraiment intéressant en termes aussi de processus artistique, parce que vous imposez une certaine limite, mais en même temps, cette limite-là vient nourrir ce que vous allez faire. Voici le carré de sable sur lequel on a décidé de travailler, puis en même temps, c'est logique si on suit le reste des œuvres que Brian Lee O'Malley a faites. Mais vous poussez quand même un peu l'enveloppe, parce qu'il y a des personnages dans le jeu, on va résumer l'histoire pour situer les gens, les bandmates de Scott Pilgrim, de Sex Bomb, ouais, c'est ça, parfait. Se font kidnapper, et donc Scott doit les secourir essentiellement, c'est le seul qui reste. Mais pour ce faire, il a le droit à avoir l'appui non seulement de Ramona et d'un des robots qui fait partie anciennement des gangs qui contrôlent le Toronto, mais il y a de ses ex qui se joignent à vous. Ouais. Fait que tu sais, comme déjà là, la timeline, elle est entre guillemets pas claire, tu sais. Elle est flottante. Est-ce que c'est avant l'affrontement avec les ex? Est-ce que c'est après? Est-ce qu'on s'en crisse en fait? Fait que là, vous poussez quand même un petit peu plus l'enveloppe. Ouais, ben c'est ça, premièrement, l'idée c'est les ex parce qu'on voulait avoir des personnages jouables différents du premier jeu. Puis aussi, on voulait avoir accès au pouvoir des ex sont très cool, comme possibilité de gameplay. Fait que c'est comme la première raison pourquoi eux autres ils sont là. Et ensuite, c'est comme ah oui, ben ça se passe vaguement après, mettons, les événements du livre, mais ça se passe 3 jours après, ça se passe une semaine après que le comic est terminé, puis on voit que Scott et Ramona, tu peux... Soit si éventuellement tu as la version limitée physique de Limited Run, ou si tu vas sur l'Instagram de Brian, il y a un comic prequel de Scott Pilgrim. C'est la première fois qu'il a fait des pages de Scott Pilgrim depuis vraiment longtemps. Wow. Puis c'est comme un prequel au jeu. Scott et Ramona, ils vivent ensemble. OK. Puis c'est pas longtemps après, puis... C'est encore là, c'est pas longtemps après, peut-être le dessin animé, peut-être le film, peut-être le livre. Parce que j'avais envie de dire que le jeu était une suite au film, puis en même temps, non. C'est ça qui est particulier, puis j'ai l'impression que, je sais pas si toi tu as une réponse ou si tu veux la partager, mais en fait, ça peut être oui ou ça peut être non dans ce cas-ci. Ouais, c'est ça, parce que aussi, une idée qu'on avait, c'est que on veut pas que le jeu comme contredise les autres versions que les gens ont vues. Fait que ça sont toutes vaguement liées.
mais sans les contredire aucune, idéalement. Il y a... non, je trouve ça super intéressant comme approche. On va parler un petit peu de la musique, parce qu'elle est incroyable. Il y a des bangers dans ce fucking jeu-là. Oui. Écoute, je vais en faire écouter 2 vraiment rapidement pour pas me faire flaguer sur les différentes plateformes. Bien sûr. Mais on va rappeler le nom du band que les gens à la maison ont sûrement déjà écouté. Là. Si moindrement vous tripez sur les chiptunes, vous avez entendu ce groupe-là. Puis là, ça va gosser avec ma dysorthographie, mais je vais essayer Anamagachi. Anamagachi, j'ai marqué un M puis un A. Puis il y a 2 tunes qui m'ont particulièrement plu. One More Summer, qui est comme une des tunes un peu principales, je te dirais, du jeu. Puis après, je vais vous faire entendre l'autre, mais on va y aller juste pour vous mettre un petit peu dans le bain. Vous allez voir. T'as envie de jouer là, quand t'entends ça, là, tu sais. C'est la musique de dehors en ce moment, là. Oui, exactement, oui. Quand je vais me promener tantôt, c'est ça qu'il va avoir. Fait que ça, c'est pour One More Summer. Et une de mes prefs, parce qu'il y a des zones où vous pouvez acheter différents équipements, des badges, des potions pour vous remplir d'énergie et même, moi, ce que j'appelle du mana. Là. Mais vous avez un shopping district et moi, je pense que c'est ma tune préférée de tout le jeu. Il y a de quoi de familier, mais en même temps de nouveau dans les beats que le groupe suggère. C'était quoi la commande au niveau justement du groupe? Parce qu'ils ont travaillé sur l'original, je pense. Ils ont travaillé sur l'original. Ils ont aussi fait de la musique pour la série Netflix. Puis c'est ça, comme on les voulait. Ça, Anamanaguchi sont vraiment cool. On organisait avec eux un show live durant le Comic-Con de San Diego l'été dernier. Puis quand on est allé, ça, c'était vraiment le fun parce qu'ils jouaient beaucoup de leur nouvel album, Magnet. Mais aussi, ils ont joué comme quelques tracks du jeu, des tracks du jeu original. C'était vraiment le fun. C'était comme un gros moment rempli d'émotions, ma foi, pour moi, parce que là, c'est comme ok, c'est en train d'être vivant puis d'exister dans le vrai monde, puis les gens y ont hâte, puis c'est un show, puis c'est très spécial. Puis t'étais au Comic-Con de San Diego. Ben oui, devant du monde conquis, puis non, c'était vraiment le fun. Puis, mais la commande, c'était quoi? Est-ce qu'il y avait comme carte blanche ou le groupe ou il y avait des trucs précis que vous l'avez demandé? En fait, c'était en travaillant avec notre ingénieur audio, Pat, qui lui, il crée comme... C'est lui qui fait tous les effets sonores du jeu, puis s'occupe que le paysage sonore des jeux marchent bien ensemble. Fait que là, lui, il avait comme... noter on a besoin de toutes ces tracks-là, puis noter des inspirations, puis de comment ça doit sonner, puis envoie ça au band et éventuellement on attend que le band nous les renvoie. Et là, eux autres, ils étaient en tournée, puis c'était beaucoup de travail, et puis là, ils ont livré les tracks, je te dirais, plus tard que tôt, mais le résultat est merveilleux. Vous l'avez entendu, puis ça, c'est une fraction complète de la musique que vous avez pu entendre dans le jeu. Tu l'as dit, c'est sur Spotify, mais moi, je l'ai écouté sur YouTube tantôt. Je pense que l'album au complet est là. D'ailleurs, il y a une track directement sur... une track complète de toutes les tracks, une combinaison, un genre de mix, un montage directement sur le YouTube du band. Je vais revenir un petit peu sur le lore, parce que moi, en tant que fan de fucking lore, j'aime ça poser des questions là-dessus. Bien sûr, Brian Lee O'Malley a, je pense, mis les bases pour l'histoire, mais je veux savoir comment ça a été au niveau de l'écriture, parce que toi, tu as travaillé également, tu es arrivé avec tes pitchs. Est-ce que l'histoire était complétée dès le départ ou il a fallu que vous travailliez au fur et à mesure que le jeu était développé? C'était plus du fur et à mesure que ça s'est développé, parce que c'est comme ça que Brian travaille. Okay. Il peut pas, lui, comme de sa propre admission, il a vraiment la difficulté à voir tout ça en macro. Il faut qu'il fasse comme un bout à la fois, et je pense que alors que ça fonctionne, ça se révèle pour lui, puis il voit comment faire, mettons, le reste de la track pour que le train puisse aller dessus, tu sais. Fait que ça a commencé avec des idées de base qui doivent épouser le gameplay. Comme là, tu sais, on savait comme, OK, ben, on va rencontrer des boss. Les boss sont dans leur propre genre de zone. Fait que pour rentrer dans la zone, il faut que
il faut comme débarrer quelque chose, il faut faire des affaires qui font florir les mécaniques qui ont été créées pour le jeu, fait que tu sais, du combat, aller chercher des items, se prendre d'une place à l'autre, toutes ces affaires-là comme ça. Fait que tu sais, moi j'ai en tête comme les mécaniques qu'on doit utiliser. On a notre game designer qui a écrit comme un document de walkthrough, comme il y avait à l'ancienne, quand tu avais de la misère dans un jeu vidéo, tu trouvais un fichier texte. Avant d'aller sur YouTube pour regarder c'est quoi où t'es pogné. C'est ça, tu trouvais un fichier texte qui disait tout comment faire. Ben, dans le temps. Notre game designer, Jonathan, notre game director, il écrit un walkthrough entier de tout ça. OK. Et puis moi, ce que je fais, c'est que je raffine ça comme en version plus comme un traitement un peu comme un peu plus proche d'un script. Ou, tu sais, c'est quoi quelle forme que ça prend, ça? C'est un peu abstrait pour moi. Ça devient un genre de script où, tu sais, je le sais que dans... c'est séparé comme sous forme de quête. Fait que quête 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et puis, là, c'est... Je transforme de, OK, ben, il faut aller chercher l'item X pour rentrer dans la zone Z à, OK, ben là, il faut rentrer dans cette zone-là, puis il va y avoir ce personnage. Là, je suis comme, OK, ben là, il faudrait que ce soit des personnages qui parlent avant de commencer la bataille. Il faudrait que ce soit ici. Puis là, si on a créé ce personnage-là dans la quête 3, on peut-tu le ramener dans la quête 7? Fait que c'est comment rendre ça plus narratif, comment dramatiser ça, là, comment dire comme OK, ben là tu parles des bonhommes, là tu parles à un tel, là tu parles à une telle, là c'est le temps de mettre cet élément-là du jeu. Et moi, je partage ça avec Brian. Puis là, Brian, lui, va dire comme ah, OK, ben là, vu que ça, c'est une affaire avec Kim puis Simon Lee, ben j'ai l'impression que ça serait plus ça à la place de ça, puis que ce serait ce personnage-là qui parlerait à la place. Fait que là, après, on change ça, et puis je garde ça dans un genre de document que les game designers, les level designers vont faire un jeu avec. Qu'ils peuvent utiliser, ouais. Qu'ils peuvent utiliser, puis qu'ils peuvent mettre comme dans les levels dans le jeu. Et puis, on a des NPC. Fait que là, on travaille avec les artistes, puis avec Brian, justement, comme, OK, là, les NPC qui vont être dans la quête. Les artistes font des esquisses, puis là, de ces NPC-là, Brian, des fois, il va faire comme ça, c'est parfait, let's go. Ou il va faire comme ah non, je pense qu'elle devrait être habillée comme ça, elle. Fait que là, il va nous faire des esquisses de ces personnages-là, comment ils devraient être. C'est vrai, c'est un dessinateur aussi. Oui, c'est ça. Fait que là, lui, il peut nous. Tu sais, Brian, il est tout de même full service, là. Il peut t'envoyer des esquisses, mais il peut aussi réécrire le dialogue, puis toutes ces affaires-là. Fait que l'idée de base, c'est pas de lui. Comment ça, c'est là où j'essaie de voir comme la source de... L'idée de base, c'était beaucoup moi-même, puis Stéphane, le art director, parce que Stéphane Boutin, il est un génie selon moi aussi. Ce que j'aime faire, j'essaie de traiter, quand je travaille avec les artistes sur les jeux, j'essaie de traiter ça un peu comme si je travaillais sur un comic book. Je veux leur donner des affaires intéressantes ou le fun à dessiner qu'ils veulent faire de façon le fun. Fait que je pitchais beaucoup d'idées avec Stéphane, puis là on disait comme OK, ben là il faut qu'il y ait des boss. Fait que là on se disait comme OK, ben les méchants qui viennent du futur, l'idée c'est encore là pour une idée de jeu vidéo-esque, on pensait comme aux Koopa Links dans Mario Bros 3. Fait que là, OK, s'il y a un méchant, qu'il y a des enfants qui... S'il y a un méchant, puis qu'il y a des enfants maléfiques, puis c'est des petits Chris... Tu sais, au début, quand on les a créés, ils étaient plus jeunes que les personnages de Scott Pilgrim. Fait que là, c'est comme... Eux autres, ils ont 20 ans, mais là, il y a des kids de 15 ans qui sont comme surpuissants, qui viennent les rosser. C'est vrai, moi, je pensais que c'était l'inspiration, c'était les cyborgs dans Dragon Ball. Tu sais, quand t'as une courte période de temps où est-ce que t'as des cyborgs qui viennent du futur avec Trunks, là, cette période-là, c'est peut-être ça. Écoute, il y a plein de belles idées dans l'atmosphère. Fait que là, l'idée venait de ça, puis aussi, vu que la série animée avait montré le voyage dans le temps, ben en fait, OK, bon, ben, ils peuvent venir du futur, puis ils peuvent être comme connectés avec des personnages qu'on connaît, ou peut-être pas, on va garder ça flou. Et là, l'idée, comme de voyage dans le temps ou de voyage dimensionnel, ben là, j'étais comme, ah, OK, ben... Je pensais, selon moi, on devrait pas juste inventer des boss originaux pour le jeu, parce que je pense que le monde, les fans de Scott Pilgrim vont vouloir voir des versions twistées des personnages qu'ils aiment déjà. Qu'ils connaissent déjà. Ils veulent, tu sais, on pensait comme, ils veulent des options de look Comic-Con pour certains autres personnages. Ouais. Fait que là, on a commencé à dire, OK, bon, ben, s'il y a du voyage dans le temps ou du genre de voyage interdimensionnel, ben, on peut avoir une zone qui est pierre à feu-esque avec des personnages qui sont style pierre à feu.
Et là, c'est comme ça qu'on a décliné les autres époques et qu'on a trouvé ces personnages-là. Fait que là, on avait ces idées-là, on les a suggérées à Brian, puis là, il y a des affaires qu'il aimait, des affaires qu'il aimait moins, et qu'on a changé. Puis ça commence comme ça, mais là, quand c'était le temps de... Fait que, c'est comme ça qu'on designait les personnages pour qu'ils soient animés d'avance, mais pour le narratif d'un niveau à l'autre, là, c'était... Ben, c'est ça, là, j'écrivais, puis là, j'envoie une version, Brian écrit il réécrit, puis là, ensuite, on écrit on a comme une quête de compléter, ben là, on peut tout introniser ça dans le jeu. Intéressant, c'est presque une Marvel Methods. Ouais, c'était beaucoup comme ça. Fait que là, on travaillait beaucoup avec lui. Et là, c'est ça. Moi, quand je savais qu'il allait avoir comme des NPC avec plein de dialogues, j'écrivais comme un premier draft du placeholder. Puis là, Brian revenait puis il réécrivait le dialogue pour que ce soit vraiment à sa couleur parce que c'est ça l'affaire comme que j'ai découvert aussi dans le projet, c'est que, tu sais, ce qui les personnages de Marvel Comics sont faits pour, tu sais, un personnage de Marvel Comics qui a du succès dans le fond, c'est qu'il est tellement mémorable et bien défini que n'importe quel auteur peut le ramasser puis l'écrire. Ouais, c'est l'approprié. C'est l'approprié, puis dans le fond aussi qu'il peut facilement se promener entre un film, une série animée puis un comic. Absolument, ouais. Mais avec Scott Pilgrim, la véritable saveur de l'univers puis de ces personnages-là sont pas créés comme ça. C'est comment Brian les écrit puis comment que lui il exprime de ses sensibilités à travers ces personnages-là. Ça avait vraiment plus une vision personnelle versus une vision collaborative à la Marvel ou à la DC, c'est ce que tu veux dire? Exactement. Fait que, tu sais, moi quand j'écrivais les premiers drafts des personnages, tu sais, je checkais mon dialogue puis j'étais comme... Tu sais, quand j'écrivais Spider-Man, j'étais comme Spider-Man, il dirait ça. Je suis confiant que Spider-Man, il dirait ça. Il dit, tu peux mettre ce dialogue-là dans des comics, puis là, le monde serait comme, ah ouais, Spider-Man, il dit ça. Mais quand j'écrivais le dialogue des personnages de Scott Pilgrim, j'étais comme, j'ai l'impression d'être 50% là. Okay. J'avais pas l'impression d'être là tant que ça. Okay. Puis tu sais, Brian m'avait donné des hints, puis là, j'avais comme travaillé davantage dans cette direction-là, puis j'étais comme, d'accord. Mais éventuellement, comme puis une fois que lui, il réécrivait le dialogue, j'étais comme, non, c'est le même que ces personnages-là, ils parlent. C'est comme ça qu'ils s'expriment. C'est comme ça qu'ils ont sens de l'humour, puis c'est comme ça qu'ils sont dans leurs émotions. Puis si on n'avait pas ça, je pense que le jeu serait vraiment moins authentique. Tu viens de dire... il les a écrits, puis où il repassait par-dessus, puis c'était vraiment ce que... Tu sais, le feel Brian Lee O'Malley, c'est vraiment ce que feel Scott Pilgrim. Puis là, j'ai fait une espèce de calcul dans ma tête, puis j'ai un petit peu peur, parce que je sens le doux souffle de la mort. Mais ça fait 22 ans qu'il est avec ces personnages-là. Puis qu'importe que sa série a été complétée en 2010, tu sais, je veux dire, je pense que c'est probablement un des projets... Je sais pas à quel... Moi, j'ai trippé sur Seconds, mais je sais pas à quel point les gens lui parlent de Seconds versus... Scott Pilgrim, qui est encore aussi très pertinent aujourd'hui en 2026. Tu vois, comme au début du projet, c'était le 20e anniversaire du premier numéro, puis il était en tournée. Comme au début, il fallait qu'on invente beaucoup d'affaires nous-mêmes, puis on lui pitchait des affaires, mais il pouvait pas répondre constamment parce que justement, il préparait les affaires du 20e anniversaire, puis il était en tournée. Quand il est venu à Montréal, il a fait une signature au Drawn Quarterly, et il était supposé être là, je pense, juste 2 heures. Mais il est resté genre 5 heures. Il y avait une file autour du bloc, puis il était comme, non, si quelqu'un est là pour faire signer une affaire, je vais signer une affaire, puis je pense que ça l'a surpris et que ça le touche beaucoup, que des jeunes rentrent et se voient dans Scott Pilgrim. Que des vieux monsieur comme toi puis moi, on se reconnaisse là-dedans, ça c'est comme it's a given. Mais que des jeunes le découvrent, ils devaient triper. Puis tu sais, dans notre jeu, éventuellement, les méchants viennent du futur, puis c'est un futur qui est post-apocalyptique, mais quand on parlait de comment faire la fin, puis qu'est-ce qu'on voulait faire pour la fin, il disait comme, tu sais, il y a des jeunes qui vont jouer à ce jeu-là, ou il y a des jeunes qui aiment ces personnages-là, fait que moi, je veux que la fin... disent que même s'il y a un post-apocalyptique, c'est qu'il va y avoir quelque chose de mieux à la fin, puis ou que l'apocalypse du futur peut être évité d'une certaine façon, parce que tu sais, moi je veux que les jeunes aient cette idée-là ou ce message-là.
Très Star Trek comme idée. Écoute. Très concept narratif comme Star Trek. Tu l'as dit, je pense que Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge vous faisiez des très bons jeux avant, mais ça vous a propulsé à un autre niveau de crédibilité, de visibilité. Et puis j'imagine que c'est un projet sur lequel vous avez beaucoup appris. Vous avez travaillé sur Scott Pilgrim en même temps que vous avez travaillé sur Marvel's Cosmic Invasion. Qu'est-ce que toi t'as appris avec ce projet-là qui t'a surpris versus peut-être les autres projets sur lesquels vous avez travaillé? Ben justement, il y a eu un aspect de saisir une certaine limite parce que j'étais comme à un moment donné, quand j'écrivais les dialogues, j'étais comme j'ai vraiment de la misère à me rendre. Tu sais, comme mon exemple précédent, j'étais capable d'écrire du dialogue de Spider-Man ou de Wolverine ou de Captain America qui me plaisait, mais quand j'écrivais le dialogue de Scott puis de ses amis, ça me plaisait pas tant que ça. Mm-hmm. J'étais comme genre, je suis à moitié là, des affaires comme ça. Fait que tu sais, puis aussi, là, c'était un jeu qui était comme plus complexe narrativement, fait que j'ai beaucoup appris à comment, ma foi, organiser ça et gérer ça à travers des Google Sheets, des Google Docs et à un moment donné, là, tu sais, à un moment donné, j'ai des journées où je suis... Quand beaucoup de l'écriture est faite, ça devient de gérer la continuité et le narratif du jeu. Puis là, comme, OK, ben là, si on change cette affaire-là, il faut qu'on le change dans Quête 3 aussi. Mm-hmm. Fait que là, à un moment donné, j'étais devenu... Mes écrans, c'était comme des les Google Sheets devenaient des grilles, mais devenaient des cages. Puis là, ça devenait beaucoup de choses parce que je travaillais aussi sur des affaires de Marvel en même temps. Fait que... non, j'ai appris beaucoup d'affaires de gestion. Puis j'ai aussi appris beaucoup des affaires de un peu de laisser aller parce que tu sais, comme j'ai beaucoup écrit sur le jeu, mais pratiquement tous les dialogues que j'ai écrits ont été réécrits par Brian. Mm-hmm. Il a vraiment beaucoup travaillé parce que je pense que lui, il a réalisé qu'il pouvait être comme un peu plus un auteur de jeux vidéo pendant un instant. Fait que, il a réécrit toutes les descriptions des affaires des shops. Il a vraiment tout réécrit. Puis j'ai dû gagner de la maturité parce que j'ai l'impression que si ça se produisait il y a 5 ans, j'aurais fait comme oh shit, il y a eu vraiment tout ce que j'ai écrit. Tu l'aurais pris personnel. Il y a eu vraiment tout ce que j'ai écrit. Là. J'aurais pris ça vraiment tough. Puis je te dirais que le fait qu'il ait tout réécrit tout, ben, d'un certain aspect, je suis comme, ben, c'est son univers. Il a le droit, il devrait avoir le droit. Ouais. Puis des fois, je suis comme, il n'est pas laissé grand-chose. Des fois, je suis comme, j'aurais aimé ça qu'il y ait une couple de lignes, qu'il y ait plus de mon dialogue qui soit resté dans le jeu, mais I guess il fallait que j'écrive du dialogue qui rentrait plus dans sa sensibilité, puis ça, ben, tu sais, je me rendais pas là. Tu vas faire le tremplin, genre, puis il l'a utilisé. Ben, c'est ça, j'ai plus travaillé comme j'imagine, mettons, qu'un designer narratif ou un directeur narratif doit travailler dans une plus grosse compagnie avec un plus gros projet, avec d'autres writers en dessous de lui. Fait que j'ai appris plus à gestionner ça, je te dirais, de cette façon-là. Puis ça, c'était très intéressant, puis ça m'a amené comme beaucoup d'expérience. Quand tu parlais des éléments qu'on change une place puis il faut changer ailleurs, y a-t-il une façon de garder une track là-dessus, vraiment simplement, ou c'est juste qu'il faut que tu t'en souviennes? Pas simplement. Non, pas simplement. Non, c'est surtout... Non, c'est pratiquement juste de faut que je m'en souvienne, puis il faut qu'à un moment donné, les documents sont... Moi, je dirais que un des gros changements dans ma vie dans les 10-12 dernières années, là, c'est de surligner en couleur dans les documents dans Google Doc. Là, je suis comme, ça c'est jaune, ça c'est orange. Là, faut tout ça devient comme un arc-en-ciel de couleurs pour que je me retrouve. Puis ça c'est quoi? Puis quand c'est bleu pâle, c'est une nouvelle affaire. Puis quand c'est jaune, c'est quelque chose qui est encore du premier draft. Puis ce qui est en vert, ça c'est des affaires qui sont mises dans le jeu. Puis ce qui est orange, c'est quelque chose qui n'est pas dans le jeu pantoute. C'est ce que je fais, là, regarde mes notes. Toutes les couleurs ont une caractéristique qui a rapport à une affaire en particulier. Je te suis là-dedans. Oui, on dirait que je suis comme, non, mon cerveau il a besoin comme d'un aide visuel. C'est plus juste assez de l'écrire. Ouais. Quand on avait juste besoin de l'écrire, puis ça snappait dans la mémoire, mais là, non, il faut surligner, il faut mettre des couleurs. Il n'y a aucune honte là-dedans. Non, vraiment faites-les pas. À la maison. Non, faites-les à la maison. Moi, je souligne dans les livres que je lis maintenant. Je gribouille, je mets des notes. Quand je trouve des lignes ou des affaires vraiment intéressantes aussi, je surligne. Je fais pas ça dans les comics. Je fais ça dans mes livres.
Écoute, juste peut-être parler un petit peu des mécaniques, parce qu'au-delà d'un beat'em up side-scroller, vous avez racheté des mécaniques presque de RPG, où on peut changer un peu ses stats avec des items, des badges. Vous pouvez prendre de la bouffe to go, hein, pour si vous êtes à court d'énergie, vous allez manger un burger ou un shake vegan. Fait que tout cet élément-là, j'ai pas joué à l'original, là. Je sais pas à quel point c'était présent dans le premier, mais c'est venu quand dans le développement du jeu qu'il fallait avoir ces éléments-là? C'était direct au début parce que c'était des affaires... Il y avait un shop dans le jeu original, mais on voulait que ce soit encore plus... cet élément léger d'un RPG-là, on voulait que ça en fasse partie parce que justement, tu sais, la raison d'avoir un shop, ça veut dire qu'il y a de l'argent, puis l'argent, tu l'as en te battant. Fait que c'est promouvoir les mécaniques du jeu, mais c'est aussi certains items ou certains badges. Il y a des personnages qui sont plus lents, là, tu peux rajouter de la vitesse. Il y en a qui peuvent sauter plus haut. C'est pouvoir un peu ajouter une dimension de pouvoir... de customiser, comme l'apparence d'ailleurs, on peut changer les couleurs de certains... Exactement, c'est pour ajouter un aspect de customization pour tes personnages jouables. Fait que ça vient surtout de là. OK, excellent. Écoute, Yannick, on a pas mal fait le tour. Je voulais conclure avec une question de Martin pour toi qui nous a laissé. Martin qui est un auditeur de longue date des Mystérieux Étonnants, je pense que depuis presque le début. C'est une question plus large, donc ça par rapport au milieu du jeu vidéo, mais t'es là-dedans depuis longtemps. Allons-y selon ton feeling, ce n'est pas le gospel que tu vas rédiger. Ça se pourrait que je rédige le gospel, mais on sait pas. C'est très peu probable. On va écouter sa question, puis on revient dans une seconde. Hey, salut les LME, c'est Martin. Long time no speak pipe. Cette semaine, question pour Yannick. Avec toutes les mises à pied dans l'univers du jeu vidéo, dont Ubisoft et récemment Eidos Montréal, qu'est-ce que tu penses de l'avenir de nos talents montréalais dans l'industrie du jeu vidéo avec l'avancée du IA? Merci les LME, lâchez pas. Merci à toi Martin. Oh, grosse question. Regarde ça, je te dirais que je ne le sais pas, mais je te dirais pourquoi je ne le sais pas. OK. C'est comme justement l'utilisation de l'intelligence artificielle générative. Nous, on n'utilise pas ça chez Tribute Games. 100% fait par des humains. Exactement. Et idéalement, ça va jamais rentrer dans la shop. Mais tu sais, je sais pas ces grosses compagnies-là comment ils utilisent ça. Tu sais, je me rappelle un moment donné quand fallait que je copie-colle des trucs d'un Google Sheet à un Google Doc à l'autre. Puis là, un moment donné, je suis comme, pourquoi l'intelligence artificielle, c'est pas une affaire que je pourrais demander? Hey, prends ces pages-là à ces pages-là, puis mets ça en Google Sheet. C'est le genre d'affaire que tu peux leur demander, en fait. Moi, j'utilise l'intelligence à la job pour ça. OK. Fait que, regarde, tu vois, je n'y connais rien, mais si tu... Moi, le AI, là, je vois juste comme créer des outils qui font ça. Là. C'est la seule véritable intérêt pour moi de ces affaires-là. Fait que comment que ces autres compagnies-là utilisent le AI ou non, ça, je ne sais pas. Je serais prêt à imaginer qu'ils utilisent ça pour faire peut-être des assets, des atouts de base pour peupler un jeu vraiment tôt. Et puis ensuite, mettons, je suis capable d'imaginer que, regarde, il y a plein d'artisans qui travaillent sur un jeu, mais ils font faire des trucs vraiment rough, rudimentaires par du AI pendant une bonne partie de la production. Et éventuellement, ils font juste rentrer des artistes pour peaufiner ou recréer ces éléments-là. Et ils font juste travailler 3 mois au lieu de 9 mois ou 1 an sur un jeu. Fait que, encore là, je sais pas comment ça marche, mais j'imagine qu'une compagnie penserait comme ça. Faites pas ça chez Tribute, mais je pense que la question de Martin est intéressante, mais c'est comme une 2 questions. Moi, c'est comme ça que je l'analyse. Il parle de l'IA, mais il parle aussi de justement la scène du jeu vidéo à Montréal qui va, on va le dire, qu'il y a eu des mises à pied quand même substantielles dans les dernières années. Le VFX, c'est la même chose, entre autres avec la coupure des subventions au niveau de ces industries-là par le gouvernement en place. Donc, il y a
tout un pan de l'économie du jeu vidéo à Montréal qui a été développé autour des compagnies comme Ubisoft qui ont été dans les premières grosses entreprises à s'installer dans la métropole. Puis après, il y a eu ce genre d'industrie parallèle des indies. Toi, est-ce que de l'intérieur, tu sens qu'il y a quelque chose qui va dans une direction ou une autre? Est-ce qu'il y a de l'inquiétude de la part de tes collègues ou gens que tu connais du milieu d'un certain effondrement, là, sans que ça devienne catastrophique? Ben, je te dirais que moi, de ce que nous, on ressent dans notre compagnie, là, c'est que nous autres, on vient de faire 2 jeux en 2 ans et demi. Puis de voir des méga productions de je sais pas combien d'équipes qui durent 4, 5, 6, 7 ans, on est comme... Mais qu'est-ce que vous faites? Ouais. Ce que je comprends, c'est des gros bateaux, c'est ça l'affaire. C'est des porte-avions. Ouais, littéralement. Même des fois, c'est 2 porte-avions. Ouais. Fait que je te dirais que mon point de vue à moi, nous autres, comment on voit ça, on est comme, ma foi, là. Tu sais, nous autres, si on prenait 3 ans et demi pour faire un jeu, on serait comme, hey, on est bien gros dur, c'est incroyable. C'est incroyable d'avoir tant d'argent, d'avoir assez d'argent pour pouvoir faire un jeu pendant 3 ans et demi puis le sortir là ça serait comme... Mais on serait comme... 3 ans et demi, c'est pratiquement 5 ans, là, tu sais. Fait que je pense que il va toujours avoir des méga grosses productions. Moi, ce que j'imagine, c'est que je crois que beaucoup de ces industries-là, il faut qu'ils pensent à faire comme des jeux plus petits qui coûtent moins cher. Fait que comme ça, tu crées plus... la rentrée d'argent. Ben ça, mettons que tu crées quelque chose, ça prend 4 ans, mais que c'est un hit, ben là, ça devient, j'imagine, moins difficile aux 2 ans de créer du DLC ou d'autres trucs pour ça. Là. Tu sais, ça devient... mais puis pour les gens qui sont mis à pied, ben ça, c'est vraiment terrible. Je soupçonne, comme je viens de parler pour les affaires de AI, beaucoup de ces gens-là vont probablement être réengagés par différentes compagnies, mais dans des situations moins le fun. Peut-être plus à contrat. Mettons, peux-tu revenir à contrat 9 mois, mais soudainement, peut-être que ton salaire il est un petit peu mieux, mais là, vu que tu es à contrat... T'as pas la garantie d'emploi. Ou t'as pas d'avantages sociaux. Pas d'avantages sociaux, ce qui est terrible. C'est ça, c'est poche. Moi, je pense... L'entrée aussi dans le milieu pour les jeunes, pour les novices, en fait, là, pour les gens qui commencent dans l'industrie, qu'importe l'industrie, si c'est une industrie qui est touchée par l'IA, ça va être beaucoup plus compliqué parce qu'il va falloir que tu offres vraiment quelque chose que l'IA ne peut pas. Puis ça va être... C'est l'entrée, là, en fait. Là, quand tu commences à faire tes classes, c'est ça aussi qui va compliquer la patente, tu sais. Fait que, regarde, je dirais, je sais pas, mais il y a plein de raisons pourquoi je ne sais pas la réponse à tout ça. Là. Mais ouais, c'est vraiment surtout les affaires de voir des grosses méga productions. Tu sais, quand on pense que, tu sais, avec les prix qui montent de toutes les affaires à cause des belles circonstances mondiales dans lesquelles on vit, mettons, tu sais, il y a des jeux de Nintendo là, qui vont être 100$. Là. Puis Nintendo, ils sont supposés être l'option abordable dans les jeux. Puis c'est terrible que c'est arrivé à là. Mais comme tu vois, nous autres, par exemple, il faudrait que je regarde, là, ben, Scott Pilgrim, il doit être max 40$ là, sur la Switch 2. C'est un Christy de bon jeu, bien investi 40$. Là, combien d'heures à peu près, tu penses, pour compléter sans devenir fou, là, toutes les... On passe pas tous les défis, tout ça, là, on parle de combien d'heures à peu près? Ça peut être... si tu passes vraiment au travers, je pense que tu peux faire 7, 8, 9 heures, peut-être même plus que ça. Probablement plus que ça. Surtout si tu prends le temps de lire tous ces beaux dialogues-là, et savourer toute cette histoire-là, là, tu te rajoutes du temps, là, tu passes du temps avec les personnages. Exactement. Si vous êtes aussi poche que moi dans les beat'em up, ça va prendre beaucoup plus de temps. J'ai sacré. En fait, Tribute Games est responsable 100% de la corne que j'ai sur les doigts. C'est pas mon travail dans les shops, c'est sur les jeux sur lesquels vous avez travaillé qui me donne cette corne-là. Écoute, on va plugger encore une fois le jeu, mais je pense que les Mystérieux Étonnants, si vous aimez moindrement les beat'em up, si moindrement vous aimez la BD, les films, whatever, la série animée de Scott Pilgrim, vous allez devoir mettre la main là-dessus. Scott Pilgrim EX qui est disponible sur plein de plateformes. On parle de Switch 1 et 2 quand même. Oui. Hein? PS4, PS5, Windows, Xbox One, Xbox Series X et S. Donc vous n'avez pas d'excuses. Le jeu vient de sortir. En fait, il est sorti le 3 mars. C'est exact. La journée de ma fête. Bon ben, bonne fête en retard. Faites-moi un cadeau de fête. Achetez Scott Pilgrim EX. Yes. C'était Yannick Belzile. Yannick, tu fais encore ton podcast, Les Voyeurs de Vue? Oui, Les Voyeurs de Vue à chaque semaine. Notre tout dernier épisode, on a
parler de Lady in the Water ainsi que Kalamazoo avec Alexandre Fontaine-Rousseau. Auteur de BD. Ah oui, on a eu bien du plaisir. On a eu bien du plaisir à faire l'émission. Alors, est-ce qu'on a eu du plaisir à regarder les films? Ça, vous allez devoir écouter l'émission pour le découvrir, mais vous pouvez imaginer. Je suis un grand... Moi, j'aime beaucoup l'homme qui est... voyons comment il est, genre un blanc de mémoire quand je viens de dire que je l'aime beaucoup. M. Night Shyamalan. M. Night, je l'aime bien, OK? Il est très sincère. Très sincère dans ses approches. Et il y a certains de ses films qui m'ont beaucoup surpris. Je n'ai pas vu Lady in the Water, mais j'ai vu énormément de critiques de ce film-là qui me donnent pas envie, en fait. Mais je pense que tu devrais le voir par souci de complétisme, parce que ça parle au reste de son œuvre, mais c'est aussi... à ma foi, c'est quelque chose. OK. Et puis, avant de te laisser, Yannick, merci d'ailleurs encore une fois d'être déplacé pour venir enregistrer l'épisode. On pod tout le temps. Est-ce que je sais que tu peux pas plugger certainement des choses qui s'en viennent du côté Tribute, mais est-ce que tu peux au moins me rassurer en disant que vous êtes déjà sur un autre projet? Est-ce qu'il y a des choses en développement? On n'a pas arrêté de travailler. Mm-hmm. On n'a pas arrêté de travailler. On travaille sur des trucs. Fait qu'on va pas laisser les gens... sans jouer, mais vu qu'on vient de sortir 2 jeux. 2 gros jeux en 2 ans. 2 gros jeux en 2 ans et demi. Ça pourrait être un bout avant qu'on annonce ces 10 projets-là. OK. Mais nous sommes au travail, nous sommes très excités. Excellent. Encouragez True Games, c'est des jeux faits par des humains, des jeux faits par des gens d'ici. Scott Pilgrim X, c'était Yannick Belzile, qui est designer narratif et co-scénariste sur le jeu, et aussi, encore une fois, animateur des Voyeurs de Vue. Merci à vous autres à la maison. On se voit la semaine prochaine. Faites un tour sur notre Patreon si vous avez la chance. Vous allez avoir des goodies, dont Bifurcation, le podcast exclusif pour les membres Patreon. En ce moment, on est en train de faire un genre de mini-cycle sur Astérix Obélix. Et en tant que personne qui n'a jamais lu Astérix Obélix, je découvre un univers. C'est incroyable. Et je suis accompagné de mon ami Blaise, qui, ma foi, est une encyclopédie d'Astérix Obélix. Beaucoup de gags franchouillards, c'est que j'aurais jamais compris. Beaucoup de références articles. Et aussi, sais-tu quoi? Astérix, c'est un beat-em up à l'arcade. Non. Fait par Konami, qui est tout de même très beau. Ah. Les sprites sont vraiment exactement comme dans les BD. Comme dans les BD. Je te dirais pas que c'est un gameplay extrêmement riche, mais c'est du tapochage de Romains qui est vraiment le fun. C'est le fun de tapocher des Romains. Ils sont fous, ces Romains. Ils sont fous. On se voit la semaine prochaine. Faites attention aux autres. Bye. Bye.